que nous sommes. Donc ce sera un petit peu l'objet de cette conférence qui abordera plusieurs sujets, les compétences du XXIe siècle et les nouvelles interfaces du design pédagogique que nous intégrons dans ces nouveaux cours modulaires. Peut-être avant de commencer, quelques mots sur le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques, éditeur scolaire depuis 40 ans. Nous produisons des ressources pédagogiques papier dans un premier temps et des ressources pédagogiques numériques dans un second temps. Donc, parmi vous, en Ontario, sûrement que beaucoup de personnes nous connaissent, mais l'étendue de nos ressources pédagogiques est tellement vaste que je me permettrai ici quand même de vous en citer quelques-unes. Les manuels scolaires papier, les manuels, en tout cas toutes les ressources pédagogiques papier sont les plus connues, mais nous allons aussi aujourd'hui vers des cours en ligne, vers des applications éducatives, vers des jeux sérieux, vers toute autre production numérique, riche média, qui sont aujourd'hui des nouveaux outils ou des nouvelles ressources numériques en éducation. Nous avons la chance cette année de fêter notre 40e anniversaire et 40 ans de production, 40 ans d'évolution, 40 ans de mutation se font vraiment de manière successive. C'était des vagues de remise en question. Jean-Marc précédemment parlait de l'aspect bêta. Il est certain que le centre est systématiquement en phase bêta. On doit systématiquement se réinventer, revoir nos approches pédagogiques, revoir nos ressources pédagogiques afin de répondre toujours mieux aux besoins de la clientèle, aux besoins des enseignants en Ontario, dans la francophonie, au Canada aussi de manière générale. Donc cette mutation, ces 40 ans aujourd'hui, c'est aussi l'occasion de vous présenter une nouvelle mutation, une nouvelle évolution que nous avons réalisée cette année au sein des cours modulaires. Et cette mutation, cette évolution est vraiment empreinte des nouvelles pédagogies, des compétences dites du XXIe siècle. Donc, peut-être quelques mots sur les deux présentateurs qui vont vous parler ici pendant les 40 minutes. Donc, mon accent vient tout droit de la Belgique. Donc, si jamais vous ne l'avez pas reconnu. Donc, j'ai été enseignant pendant 7 ans en Belgique, puis j'ai fait de la formation adulte pendant 2 ans pour arriver finalement au Canada, au Centre franco-ontarien, où j'ai la chance et l'honneur de pouvoir œuvrer en tant que gestionnaire de projet dans le cadre de la conception des cours en ligne dits cours modulaires. Et avec José Gravel. Oui, bonjour. J'ai enseigné pendant une quinzaine d'années dans les écoles de langue française de l'Ontario et c'est ensuite ce qui m'a amené à travailler au ministère de l'Éducation en tant que responsable des modules en littératie sur le site de l'atelier. Par la suite, c'est ce qui m'a amené au Centre franco-ontarien, tout d'abord en tant que rédactrice pour des manuels de français et par la suite agente de projet pour des manuels, pour des ressources papier et éventuellement agente de projet pour des cours en ligne. Et c'est ce parcours-là qui m'a amené au poste que je tiens aujourd'hui. Avec grand plaisir que je suis responsable du volet pédagogique des cours en ligne qui s'élabore ici au Centre Franco. Je vais donner la parole à Olivier. Merci José. Encore une ou deux dias avant de rentrer directement dans le concret de l'approche pédagogique. Vous voyez ici une illustration. Généralement, je l'utilise aussi en début de conférence pour susciter le questionnement. Il s'agit, bon là vous avez la réponse de Galilée, puis Jean-Marc aussi faisait l'utilisation de références plus anciennes, telles que celle de Piaget, qu'il avait citée, ou d'autres qui m'avaient beaucoup plu. Ici, on remonte encore un peu plus loin dans l'histoire, pour aller rechercher cette fameuse citation de Galilée, qui finalement dit qu'on ne peut rien apprendre à quelqu'un, sinon le lui faire découvrir par lui-même, finalement, pour qu'il l'apprenne par lui-même cet apprentissage. Note de l'autonomie dans l'apprentissage est vraiment un élément important qui va caractériser notre nouvelle approche pédagogique. Un autre élément dans cette photo que j'appréciais beaucoup, puis vous l'aurez connu, c'est la lunette astronomique. Donc, un anonyme hollandais avait découvert que lorsqu'on plaçait plusieurs glaces de formes différentes, on pouvait avoir une vue qui s'allongeait sur la distance. Puis Galilée a finalisé cette invention avec cette lunette. Et puis au-delà de l'outil lui-même, cet outil lui a permis de faire une énorme découverte, à savoir que finalement la Terre n'est pas au centre de l'univers et la théorie de l'héliocentrisme
en est ressorti cette révolution galiléenne qui entraînera d'autres révolutions avec Copernic et les autres qui suivent. C'est aussi une des révolutions que nous avons dû faire au centre cette année, une des énièmes révolutions que nous avons fait sur nous-mêmes par rapport à notre approche pédagogique, passant d'un design pédagogique davantage explicite vers un design tout à fait innovant et tout à fait nouveau pour nous, des capacités finalement d'introspection et de remise en question que nous vous présentons aujourd'hui, que nous avons vraiment le plaisir et la chance de pouvoir vous présenter. Donc de ce pas, je vais laisser la parole à José qui va vous présenter un peu toute cette nouvelle approche pédagogique. Vous retrouverez aussi quelques éléments, évidemment, qui sont présentés aujourd'hui, que ce soit par Marc Prensky ou que ce soit par Jean-Marc. Donc, il y a des éléments que vous allez retrouver. Et je vous souhaite une très bonne présentation et je vous dis à tout de suite. Olivier. Donc, comme Olivier vous a précisé, le but de cette présentation, c'est de vous présenter le concept des nouveaux cours en ligne, les cours que l'on dit modulaires, qui s'élaborent et qu'on prépare depuis une bonne année au Centre Franco. Olivier a mentionné tantôt que le centre existe depuis 40 ans. C'est quand même assez impressionnant de savoir que ça fait 15 ans qu'on élabore ici, ou une quinzaine d'années en tout cas qu'on élabore des cours en ligne. Ces cours-là ont connu toutes sortes de vagues. On a eu, bien sûr, les vagues-là sont des reflets ou des conséquences des approches pédagogiques qui étaient très colportées en province, évidemment. On a eu, entre autres, des vagues de cours qui étaient très socio-constructivisme. On a eu des vagues de cours qui étaient davantage enseignement explicite. Ces vagues de cours-là, c'était aussi le reflet des différentes technologies qui étaient disponibles au moment où elles étaient rédigées et aussi des connaissances qu'on avait par rapport à l'apprentissage en ligne. Ces connaissances-là ont beaucoup évolué. J'en profite pour faire une toute petite parenthèse, un petit peu éditoriale. Je voudrais vous dire qu'au Centre Franco, ce sont des pédagogues, des enseignants de salle de classe qui rédigent nos cours en ligne. Ces gens-là, on les emprunte de leur conseil scolaire pour un semestre, un an, parfois plus, et on bénéficie beaucoup de leur expertise, de leur créativité. Donc, j'en profite pour... Et puis, ces gens-là, ils me le disent que cette expérience-là, elle est extrêmement formatrice et qu'ils n'enseignent plus jamais de la même façon. Et puis, je peux vous dire que c'est encore plus vrai pour les gens qui ont rédigé les cours cette année. Alors, j'en profite pour vous inviter à faire demande s'il y avait des affichages de postes pour les cours en ligne. Donc, comme je disais, 15 ans d'élaboration de cours en ligne et... merci. 15 ans d'élaboration de cours en ligne et au printemps passé, on sentait que tous les astres étaient alignés justement pour qu'il y ait un grand changement et qu'on entre tout à fait dans une nouvelle vague. On voyait entre autres que l'importance d'amener nos élèves à être plus compétents, à être plus prêts pour le 21e siècle était de plus en plus présente. Et ça entre bien entendu dans notre mandat. On voyait aussi que ou plutôt on a été témoin de la publication de 2 nouveaux programmes cadres, donc celui de sciences humaines et sociales ainsi que celui d'études canadiennes et mondiales. Et dans ces 2 programmes cadres-là, la pensée critique, donc importance accordée à la pensée critique, mais aussi au processus d'enquête, rendait vraiment évident qu'il fallait nous changer notre façon de faire. Donc, autant notre contenu que notre contenant. Autant le design que l'approche pédagogique devait changer. Donc, ce qui a démarré peut-être la vision de ces nouveaux cours-là, ça a été vraiment la présentation de M. Garfield, Jenny Newman, comme il a été mentionné tantôt par Jean-Marc, qui a amené une réflexion vers une approche, mais aussi une structure. Et un outil de cette présentation-là, et puis à cette présentation-là, justement, on avait des gens du ministère, entre autres, et des gens du CFORP, et c'est là que tout a démarré. Dans cette présentation-là, il y avait un outil que nous, on a trouvé particulièrement utile pour structurer les cours, et c'était la cascade. Donc, je vais y revenir. Jean-Marc en a justement présenté un exemple tantôt. Oui. Donc, les cours en ligne de cette nouvelle vague, on
caractéristiques vraiment particulières. Donc, la première caractéristique, c'est que c'est une approche qui est révolutionnaire en ce sens qu'on donne un rôle différent autant à l'élève qu'à l'enseignant. Donc, l'enseignant, il est un facilitateur, un guide, alors que l'élève, lui, il a un rôle d'enquêteur. Et c'est dans ce rôle d'enquêteur-là qu'il développe son esprit critique devant une surabondance d'informations. Ensuite, l'élève, il doit justifier tous les choix qu'il fait, autant des informations qu'il sélectionne que des réponses et la façon dont il relève certains défis à l'aide de critères. Et ces critères-là, c'est important qu'il apprenne, justement, il fait tout un apprentissage à en élaborer et à en faire de plus en plus juste selon la matière qui est ou l'information qu'il trouve. L'élève est aussi amené dans cette nouvelle vague de cours en ligne-là à relever des défis, puis à développer ses habiletés de recherche à l'aide d'un processus, c'est le processus d'enquête, justement, qui est présenté dans les programmes cadres. Les cours visent évidemment toutes les compétences du 21e siècle, donc on entend bien sûr collaborer, créer, communiquer et bien sûr la pensée critique. Qui plus est aussi le développement le développement d'une appartenance à sa communauté franco-ontarienne parce que beaucoup d'éléments de son milieu, de sa communauté, on l'amène finalement à être critique par rapport à plusieurs éléments de sa communauté, de son milieu. Donc, les référents culturels aussi sont également bien présents. Et bien sûr, dans un cours en ligne, il faut vraiment profiter pleinement de la capacité de la plateforme de D2L en utilisant les outils qui sont disponibles sur cette plateforme-là, mais également tout ce qui est disponible comme outils technologiques ailleurs. Les 10 cours qu'on enseigne, les 10 cours qu'on élabore cette année sont tous tirés des 2 programmes cadres que vous avez sous les yeux. Ça nous a rendu la tâche, je dirais, facile, presque facile, parce que nos cours, parce que les principes qui se retrouvent dans les cours modulaires sont également exactement les mêmes principes que l'on retrouve dans ces programmes cadres-là. Donc, c'est en réponse à tout ce qui est élaboré dans ces programmes cadres-là que les cours modulaires ont été créés. On trouve même dans ces programmes cadres-là des exemples dans les pistes de réflexion pour chacun des contenus d'apprentissage, des exemples de pistes de réflexion qui sont justement des questions de pensée critique, comme il a été mentionné tantôt. Donc, pour ce qui est de l'approche pédagogique et la structure des cours que l'on dit modulaires, on entend bien sûr que ces cours-là contiennent des modules. Donc, chacun des cours contient de 4 à 6 modules et les modules sont c'est à peu près une équivalence en général des domaines de chacun des cours. On trouve des tâches, des sous-tâches, on trouve des questions, des sous-questions et des questions en fait de pensée critique. On ne parle plus du tout, pour ceux qui connaissent l'ancienne vague de cours en ligne, d'activités, on parle plus d'unités, on parle plus d'onglets ou de sections contenu et travaux. C'est clair, il n'y en a plus de contenu. Le contenu, c'est l'élève, l'information, c'est l'élève qui la trouve. On n'a pas le mandat, autant comme enseignant que nous ici, en élaboration de cours, le mandat de chercher l'information, puisqu'elle est en constante évolution, c'est vraiment un mandat ou un rôle qui revient maintenant à l'élève. Et d'en faire le tri, c'est sa pensée critique qui est justement mise à profit. Donc, tantôt, je disais que l'élément déclencheur de cette vague de cours en ligne-là, ça a été la présentation de M. Garfield Ginny Newman. Vous avez ici un exemple de ce qu'il a présenté. Je n'irai pas en détail parce que tantôt, Jean-Marc nous a vraiment bien expliqué le concept, le principe de ce cascade-là. Alors, ce qui est important, c'est que
On a tout à fait en haut, ce sont les enquêtes d'analyse critique. Ensuite, on a les défis principaux et les défis critique. Ce que vous voyez là, c'est la même cascade, mais qui est développée en 2 documents. Donc, celui de gauche présente davantage les questions et celui de droite, les tâches qui sont sous-jacentes à certaines questions, mais pas à toutes. Nous, bien sûr, on a pris cet outil-là, qui est un outil vraiment très formidable pour la planification à long terme. On a pris cet outil-là et on se l'est approprié. Et ça donne un format comme ceci. Donc, tantôt, j'ai dit qu'un module, dans nos cours en ligne, la plupart du temps, un module équivaut à un domaine d'apprentissage. Tout à fait en haut, puis je vais y revenir un peu plus en détail, tout à fait en haut de notre cascade, on a en blanc la tâche d'évaluation sommative du cours. Cette tâche-là, ou cette question et cette tâche-là, on tient à les répéter sur chacune de nos cascades parce que l'élève nourrit cette tâche-là tout au long de son cours. C'est l'équivalent, si vous voulez, d'un examen, mais c'est évidemment pas fait sous format d'examen. Oui, je vois la question, est-ce que les documents seraient disponibles à l'extérieur? J'ai oublié de mentionner qu'on va, j'ai envoyé tantôt à José notre gabarit de cascade qui nous fait plaisir de vous partager pour que vous utilisiez à votre guise. Là, est-ce que je pense qu'il y a un problème de... Tantôt, je disais, c'est ça, un module est égal à un domaine dans le cours. Ensuite, en blanc, on a tout à fait la tâche d'évaluation sommative du cours. Dans la section en bleu, ça représente encore une tâche sommative, mais c'est celle plutôt du module ou encore du domaine. Donc, cette tâche-là, elle est divisée en grandes questions et ensuite, elle est redivisée ou morcelée, si vous voulez, en 3 ou 2 ou 4 parties, souvent reliées directement aux attentes. Et puis, tout à fait en bas, les petits carrés qu'on voit, les petits rectangles, plutôt qu'on voit en rose, jaune et orangé, ce sont les tâches ou les questions qui sont les composantes d'évaluation formative. Je vais vous montrer un exemple. Donc, par exemple, ici, c'est la section en blanc de la cascade que je viens de vous montrer. Alors, on a une question englobante du cours. Et ce cours-là, c'est le cours HEG 4e, qui est un cours de développement humain. Donc, voici la question englobante de ce cours-là. Nous sommes plusieurs milliards d'êtres humains. Qu'est-ce qui nous distingue les uns des autres? Et la tâche, c'est TFO est à la recherche d'idées de personnages intéressants pour une nouvelle web-série portant sur le développement humain. Créer un personnage dont l'identité physique, sociale, psychologique et relationnelle cadre avec cette nouvelle série. Donc, cette tâche-là, la création du personnage, elle est bâtie par l'élève tout au long de l'exploration des différents modules qui, vous avez compris, touchent chacun un domaine du développement humain. Voici maintenant un exemple d'une tâche d'évaluation sommative d'un module. Donc, il s'agit ici du module sur le développement cognitif, l'intelligence et le langage. Donc, la tâche se lit comme suit. Donc, construit un jeu. Comment un jeu peut-il favoriser le développement cognitif? Donc, on a vraiment une question qui est représentée par une tâche. Donc, l'élève ne répondra pas comme tel à cette question-là, mais il va faire la tâche qui est associée à la question. Soumet à une compagnie un projet de jeu qui favorise le développement cognitif. Si ton projet est accepté, ton jeu pourrait être produit et vendu. Ça, c'est la grande question, la grande tâche sommative du module. Et cette tâche-là, comme vous voyez, est redivisée en 3 morceaux qui correspondent aux attentes. Je ne les lirai pas toutes, juste un exemple d'une sous-tâche. Par exemple, la 4.2, qui est celle du milieu. Comment un jeu cognitif peut-il tenir compte des différences individuelles tout en étant amusant? Et cette sous-tâche-là, donc ça c'est vraiment un morceau de la grande tâche,
présente le public cible à qui s'adresse son jeu, tient compte des différences individuelles et des changements qui s'opèrent au cours des diverses étapes de la vie. Donc, dans la présentation de son jeu, l'élève devrait expliquer à qui s'adresse le jeu et puis sur quelle théorie, sur quel concept du développement cognitif il se base. La troisième section de la cascade comporte les questions des évaluations formatives. Et ces questions-là sont vraiment des questions de pensée critique. Moi, je les appelle les questions de positionnement parce que l'élève doit absolument donner une réponse, mais cette réponse-là, elle est tirée des informations qu'il a recueillies et des critères qu'il aura élaborés. Et bien sûr, à l'aide de son esprit critique qui l'amènera à choisir les meilleures informations pour répondre. Alors, un exemple d'une de ces tâches-là, et puis on voit aussi des mots qui amènent justement la pensée critique. La 4.11, quelle théorie du développement cognitif et langagier est la plus appropriée pour concevoir un jeu? Donc, les termes la plus appropriée amènent l'élève à choisir une seule théorie à l'aide de critères et à l'aide de ses recherches. En arrière de toutes ces questions formatives-là, on trouve des défis d'analyse critique, des défis où l'esprit critique de l'élève est mis à profit et où on amène l'élève à entrer dans la matière. Donc, en fait, l'élève pourrait ici ne répondre qu'à cette question-là et il répondrait quand même aux exigences du cours. Les défis lui donnent par contre des portes d'entrée vers une matière qui pourrait peut-être l'orienter davantage. Donc, c'est un peu ce qui clôt la partie de la présentation. Olivier va vous présenter certains de ces défis-là dans le design, dans la navigation du cours comme de raison. Moi, je vous encourage fortement à utiliser la cascade parce que c'est un excellent outil de planification. Ce que ça a comme... moi, ce que je trouve en tout cas que ça a comme avantage, c'est que ça nous rappelle continuellement notre rôle qui est celui de guide et de facilitateur et non pas de transmetteur d'informations. La cascade nous ramène à cette idée-là. Donc, je vous remercie. Un grand merci, José. Donc voilà, on vous a présenté le design pédagogique. Vous avez entendu les mots de cascade, les mots de challenge, les mots de positionnement, la notion de critères, les rôles qui évoluent, l'élève qui est chercheur et enquêteur. Comment on va pouvoir transformer toutes ces notions? Puis j'en ai évidemment oublié pas mal, mais l'idée générale est de se dire aujourd'hui, maintenant, comment dans un cours en ligne, on va aller chercher l'engagement de l'étudiant, tout en rejoignant les attentes d'un design pédagogique. Puis c'est ça que je vais vous présenter pour les quelques minutes qui suivent, et puis on passera aux questions. Donc on va rentrer dans la notion d'interface. Dans ce qu'on parle dans les cours en ligne, on parle aussi d'expérience utilisateur, on pourrait parler d'expérience éducative. Comment les interfaces vont-ils, de manière, on parlait d'empathie, tantôt le design émotionnel, comment va-t-on chercher l'empathie de l'apprenant, le fait qu'il ait envie de rester sur le cours, le fait qu'il ait envie de poursuivre la séquence pédagogique, comment nos interfaces vont permettre d'être à la hauteur finalement de ce beau et nouveau modèle innovant pédagogique que proposent les compétences du XXIe siècle. Donc on va rentrer dans la page d'accueil du cours de sciences humaines qui est un cours sur le développement humain, dont José vous a présenté un des modules. Tout d'abord, on voit sur la page d'accueil, évidemment ici ce sont des captures d'écran dans une présentation, donc malheureusement vous ne verrez pas la vidéo. La première approche qu'on s'est dit, c'est aujourd'hui le média le plus utilisé sur Internet est la vidéo. Même après les réseaux sociaux, le premier réseau social le plus utilisé, c'est YouTube. Donc partant de ce principe-là, allant chercher l'opportunité que propose chaque média, on souhaitait débuter le cours avec un teaser, avec une vidéo d'introduction qui aurait pour objectif de venir poser les questions. Donc on retrouve l'approche par questionnement, de réactiver certains savoirs antérieurs de l'apprenant et de lui donner envie, à travers comme une vidéo qui esthétiquement est engageante, de découvrir le cours. Et cette vidéo dure aux alentours de 3 minutes. C'est une vidéo d'animation qui brosse les grandes idées du cours ici de HHG 4M, qui est un cours
préuniversitaire, et qui en même temps vient vraiment l'interroger, soit sur des préconceptions, ou soit vient lui poser en tout cas des questions qui vont lui donner envie de rentrer dans les modules. Lorsque cette vidéo est visionnée, il arrive sur la page d'accueil du cours que vous voyez en ce moment. Je vous laisse quelques secondes pour apprécier le design. Et si je devais vous poser une première question que vous pourriez répondre dans le chat, c'est quels sont les premiers éléments qui vous marquent à la première vision? Ici, après 3-4 secondes, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous voyez? Beaucoup de gens, c'est sûr. Peu de mots, aussi de bons éléments sur lesquels je vais pouvoir rebondir. Et n'hésitez pas à continuer, je vais commencer à rebondir sur ça. Donc, peu de mots. Il est évident qu'aujourd'hui, le support numérique change les modes de lecture. Vous avez peut-être entendu qu'on ne lit pas de manière linéaire sur un écran, l'œil rebondit, donc on s'accroche à des éléments, on ne lit pas sur un écran de gauche à droite. Notre mode de lecture est plus ou moins ralenti de 25% sur un écran d'ordinateur, plus ou moins de 15% sur un écran d'iPad. Donc il est certain que ces impacts-là vont changer la manière et le type de contenu qu'on va voir sur un écran. Il y a des gens heureux, là pour le coup c'est sûr que on essaie d'être positif, mais ça rejoint l'idée qu'on voulait avoir une navigation visuelle. Donc finalement l'idée que vous voyez des personnes sur les photos, il s'agit évidemment d'un cours sur le développement humain. Donc il était plus évident que les images qui vont représenter le module, puis on va rentrer dans un des modules, la slide suivante, parlent de l'être humain. Et chaque unité du curriculum ou module ici au sein de l'interface, finalement, sera un module qui va traiter du développement de l'être humain. Donc ça, c'est pour l'idée des gens. Et par rapport à la remarque sur les mots, ça rejoint aussi les modes de navigation aujourd'hui dans le monde de l'e-learning ou de l'apprentissage en ligne, à savoir que les navigations deviennent de plus en plus visuelles, pour permettre aussi d'avoir une expérience plus forte au niveau de la navigation. Chaque image est censée aussi évidemment illustrer le contenu du module. Ils sont si heureux, des interactions, simplicité. Oui, la simplicité est un élément important pour éviter la surcharge cognitive au niveau des interfaces. Il est certain que si vous avez beaucoup de boutons, beaucoup d'éléments, finalement vous allez être perdu dans votre navigation, vous allez perdre vos apprenants. Donc on avait aussi évidemment l'objectif et l'envie de pouvoir simplifier au maximum les interfaces afin de les épurer pour éviter les surcharges cognitives. Les plus grands dans ce domaine sont évidemment Apple ou Google parmi ceux qui utilisent des designs les plus épurés, mais pour autant il y a quand même beaucoup de fonctionnalités qui se retrouvent derrière. Mélange des couleurs. Alors c'est pas un hasard non plus, on va rechercher des contrastes. Les contrastes des couleurs, que ce soit entre le gris ou entre les photos ou entre l'intitulé des modules, vous allez voir le M1, le M2 ou le M3, sont aussi des éléments qui vont venir renforcer l'engagement de l'apprenant. Donc ça c'est quelque chose qui est très important. On approche ici, pour ceux qui le savent, le nom de flat design, donc on parle d'un design davantage à plat. C'est ce qui pour aujourd'hui est le plus en vogue dans le design d'interface. Et le flat design est aussi un des éléments qui est de plus en plus utilisé dans l'e-learning et dans les cours en ligne parce que justement il permet de simplifier la navigation et de rendre finalement l'information beaucoup plus explicite. Alors, c'est pas clair pour l'élève, où doit-il commencer? Très bonne question, parce que finalement dans cette approche-ci, l'élève commence où il veut. Alors je sais qu'on risque de s'attirer les foudres, mais la nouvelle approche en termes d'e-learning, ce serait de se dire on décloisonne la navigation. Il n'y a pas de modules qui sont prérequis les uns par rapport aux autres. Si l'apprenant veut commencer par le module 2, il va rentrer dans le module 2, il va découvrir finalement les éléments, et puis s'il a envie de recommencer après par le module 3, il pourra commencer par le module 3. Donc ici, il n'y a plus d'obligation linéaire de commencer par le module 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Donc cette sensation finalement de désordre, puisqu'on n'a pas cette notion linéaire, c'est aussi de permettre à l'apprenant de découvrir et de choisir finalement, parce qu'on parle de décision, puis c'est une notion qui est très importante aussi dans les compétences du XXIe siècle, mais une notion qui est importante de manière générale. Tous les apprenants
aujourd'hui et demain devront prendre des décisions, et la vie va être surtout une suite de décisions, prendre des choix. Ces choix vont être basés sur des critères. Ces critères doivent rejoindre des hypothèses plausibles en fonction des recherches et des enquêtes qui vont effectuer. Donc oui, ici l'apprenant pourra débuter par le module qu'il souhaite, une navigation visuelle, une simplicité du design. Encore quelques éléments aussi sur la page d'accueil. Vous voyez qu'au centre, il y a la question. Nous sommes plusieurs milliards d'êtres humains. Qu'est-ce qui nous distingue les uns des autres? Cette question, elle est centrale au niveau du cours. Comme l'expliquait José, elle se bâtit tout au fur et à mesure des 110 heures que présente le cours d'HHG 4M. Cette question, elle est au centre du design parce que c'est ça qu'on veut aussi expliquer à l'élève de manière visuelle. C'est que cette question est vraiment le centre et va l'accompagner tout au long du cours. Vous avez quand même une forme d'ordre d'ordre, je dirais, horlogique, c'est-à-dire que vous avez le module 1, le module 2, le module 3, le module 4 et le module 5 qui tournent finalement, qui gravitent autour de la question centrale du cours. Et les deux carrés gris que vous voyez en haut à gauche, en haut à droite, pardon, et en bas à gauche, sont finalement les outils qui vont être les outils centraux de l'apprenant au niveau de l'expérience et de la production de ces ressources pédagogiques lors du vécu du cours. Donc ça, c'est un peu les éléments majeurs pour la page d'accueil. Un dernier élément, je ne vais pas rentrer davantage dedans, mais parmi les outils, vous avez un des outils qui est majeur ici, qui est le portfolio numérique. Alors ici, on utilise le portfolio numérique, évidemment, de la plateforme d'apprentissage des 2L, mais de manière générale, aujourd'hui, le portfolio numérique est un des outils centraux au niveau de tout ce qui est bâtir les outils, les connaissances de l'apprenant au niveau du formatif. Pour permettre à l'apprenant, finalement, de répondre à la tâche d'évaluation sommative du cours, on doit lui apporter des outils. Les outils pourraient être des stratégies d'apprentissage, ça pourrait être du vocabulaire critique, ça pourrait être des habiletés de la pensée, et encore d'autres outils. Ces outils, il va les acquérir finalement à travers les rétroactions que vont lui donner l'enseignant à travers le portfolio. Donc il va choisir les traces ou les réflexions qu'il va le déposer dans son portfolio, sur lesquelles l'enseignant facilitateur, accompagnateur, le coach, parmi les rôles aussi que Prensky donnait, va lui permettre finalement de donner des rétroactions, de bâtir ces rétroactions-là. Donc ça, c'est vraiment des éléments aussi centraux de cette approche-ci. Le savoir est à portée de tous, en tout temps. Le savoir ou l'information, du moins. Cette information, on doit la transformer en connaissance. Et l'élève va aller chercher de l'information, il va essayer de la traiter. Et l'enseignant va lui apporter la rétroaction. Et on retrouve aussi ici les changements de rôle que José a abordés précédemment. Imaginons que nous rentrons dans le module 2. Là, de nouveau, c'est un slide. Là, placé au-dessus du module 2, il voit l'image qui s'en va, puis il découvre l'intitulé du module, qui est ici les théories de développement. Donc, de manière générale, il pourra graviter autour de chaque image, et puis il verrait l'intitulé en dessous de chaque module ou unité, et il pourra à ce moment-là choisir le module qu'il veut pour commencer son apprentissage. Et nous rentrons ici dans un module, pour le coup ici c'est le module 3, et vous voyez que dès le premier affichage, on a un premier élément. Alors pour l'instant, c'est un élément de remplacement. Cet élément est un élément déclencheur. Donc l'image que vous voyez n'est pas l'image finale, puisque le cours est toujours en développement. Chaque module va débuter par ce qu'on appelle un élément déclencheur. Cet élément décllencheur va permettre à l'apprenant de laisser la table, de mettre en situation finalement le module, et à l'étudiant aussi de commencer à faire des inférences sur base de l'élément déclencheur. Donc ça, c'est un des éléments importants qu'on va donner dans le cours. Ici, c'est chaque fois des éléments déclencheurs qui vont permettre aussi bien à l'enseignant qu'à l'apprenant, finalement, de rentrer à l'intérieur de la matière. Si vous voyez juste en dessous, vous voyez module 3, l'intitulé du module, et puis il y a une case en gris et une case en rouge. La case en gris, c'est davantage l'exploration, et on retrouve la question englobante du module. Donc si vous vous souvenez des cascades que José vous a présentées, on retrouve la question englobante qui était le deuxième niveau. Le premier niveau est au niveau blanc, au niveau de la question globale du cours. Le deuxième niveau étant le niveau de la question englobante du module associé à la tâche englobante du module. Et c'est ça que vous retrouvez ici. Soit il explore, bouton gris, soit il répond, bouton rouge. Jean-Marc parlait de l'inversion de la cascade des habiletés de la pensée ici précédemment. On retrouve la question sommative dès le départ. Donc c'est important dans ce nouveau design pédagogique de d'abord commencer par analyser les besoins finalement de la tâche sommative, qu'elle soit du module
ou qu'elles soient du cours, afin de savoir finalement ce qu'on attend de moi au fur et à mesure du cours. Donc c'est pas anodin que dès le départ, après l'élément déclencheur, le deuxième élément que vous voyez, le deuxième niveau de lecture que vous allez voir dans l'interface ici, est finalement soit de l'exploration, avec la question englobante du cours, ou soit finalement la tâche sommative, avec, lorsque vous cliquez sur répondre, des consignes plus élaborées sur finalement ce qu'on attend de l'apprenant au sein de cette tâche sommative du cours. J'ai navigué au sein de la page d'accueil, j'ai sélectionné un module, j'ai visionné l'élément déclencheur, ça me passionne, j'ai envie d'y aller, je regarde la tâche sommative pour savoir ce qu'on attend de moi, et à partir de là, j'explore finalement les questions et les défis qu'on attend de moi. Ici, le slide suivant, avant d'arriver finalement dans les contenus d'apprentissage, on voit que la question